Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Faudra me passer sur la com, le podcast des Warriors de la com. Aujourd'hui, c'est Laurence Vignon qui nous a reçus dans ses locaux de chez Ici Barbès. Ici Barbès qui a récemment repris son indépendance vis-à-vis de son actionnaire TBWA. L'agence compte aujourd'hui une petite centaine de collaborateurs et travaille notamment pour KPMG, France Alzheimer et McDonald's. A noter que Laurence est aussi membre du conseil d'administration de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Sarah, peux-tu nous dire en quelques mots de quoi nous avons parlé ? On a parlé de Brain Content, de l'AACC, de journalisme, de Barbès, des femmes dans la communication et de bien d'autres choses encore. Et le mieux, c'est qu'on écoute ça tout de suite. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On a voulu t'interviewer, alors je vais le raconter aussi, parce qu'il y a quelques années, j'ai suivi des cours au CELSA et je venais en cours, donc dans l'agence, et j'ai suivi des cours avec toi. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir, de te rencontrer et puis de discuter d'autres choses avec toi, de ton agence, d'Ici Barbès, et puis aussi de mieux connaître qui tu étais. Oui, mais c'est vraiment chouette de te revoir parce que d'abord, les cours, c'était axé sur le brain content et la découverte un peu des différentes facettes de cette expression pour les marques. Et finalement, on se revoit autour quand même d'un format de contenu. Et donc, je ne sais pas si c'est lié, mais il y a une forme de filiation qui me fait super plaisir. On voulait te parler de beaucoup de choses. On a beaucoup réfléchi, beaucoup étudié ton parcours, l'agence, etc. Et il y a un premier sujet qu'on voulait aborder avec toi. C'était ton parcours étudiant. On a vu que tu avais commencé en école de journalisme. Qu'est-ce que tu voulais faire à l'époque quand tu étais étudiante et que tu es arrivée étudiante en journalisme ? Alors, le journalisme, c'est venu après une formation littéraire en classe préparatoire, une hypocagne et une cagne. Et en fait, je me disais quelles sont finalement les formations dans lesquelles je suis absolument assurée de pas faire de maths qui sont quand même des formations à travers lesquelles on peut aussi finalement écrire, parce que c'était aussi, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'était un souhait de continuer à écrire et à m'exprimer à travers l'écriture. Et en fait, le journalisme est venu assez naturellement, d'abord parce que j'ai baigné dans une éducation très liée à l'intérêt pour les médias, la radio, à la maison, des parents qui achetaient des journaux, des magazines. C'est pas le cas de toutes les familles, et voilà. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment ça qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, j'ai passé différents concours et voilà, j'en ai réussi un dans une école qui est aujourd'hui la formation journaliste de Paris-Dauphine. Avec quand même un arrière-fond, je vous le dis tout de suite, d'intérêt pour la communication. D'accord. Et pour cette espèce d'hybridation, en fait, entre la communication et les techniques d'écriture, les techniques journalistiques au service de la communication. Il se trouve que par ailleurs, puisque votre format est finalement un format assez sincère et un peu intime, j'ai un papa qui a été un publicitaire. Ah. Donc j'avais un espèce d'atavisme comme ça. Pendant mes études, il y avait un petit peu cette espèce d'émergence justement du public reportage, ou voilà, de ces formes encore une fois, d'expression de communication qui n'étaient pas purement publicitaires, mais qui allaient vers cette hybridation en fait. Et d'ailleurs, il me semble bien que j'ai fait mon mémoire à la fin sur justement toutes ces techniques journalistiques au service de la communication. Donc il y a quand même quelque chose qui me faisait dire que peut-être qu'à un moment donné, j'allais être une journaliste défroquée. Tu t'imaginais pas reporter de guerre ou Non, je n'étais pas du tout dans cette approche de l'école de journalisme un peu aventurière, ou à la Jack London ou à la Tintin. C'était pas en entrant dans une école de journalisme, c'était pas mon objectif. En revanche, mon objectif, c'était vraiment de continuer à écrire, à développer cet esprit de narration. Voilà, ça c'est vrai. Tu te rêvais écrivain ?
Écrivaine. Peut-être je me rêve encore. J'en rêve encore, peut-être. Et s'il y avait eu s'il y avait eu à l'époque des écoles de communication, par exemple, est-ce que tu serais plutôt orientée par là ou... Il y en avait. Enfin, le CELSA existait déjà. Et il y avait d'ailleurs une formation Enfin, il y avait aussi un concours de journalisme au CELSA. Mais non, c'était quand même vraiment... et j'ai toujours d'ailleurs un pied dans un réseau et dans une attention aux formations de journalistes et au journalisme et à ce qu'est le journalisme aujourd'hui. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis toujours à l'IPJ, l'Institut pratique du journalisme. Je suis au conseil de l'école, voilà, qui est un peu une forme de gouvernance qui associe régulièrement des invités extérieurs pour regarder un peu comment ça se passe, tout en étant aussi au CELSA, à la CC, voilà. Donc c'est toujours cette curiosité et quand même cet intérêt pour la manière dont évolue le journalisme, pour ce que finalement sont les jeunes journalistes aujourd'hui, parce que finalement je pense que les journalistes aujourd'hui sont sur des terrains de jeu et sur des formes d'expression très différentes qui nous intéressent aussi et qui nous nourrissent aussi en communication. Ça t'a apporté quoi par rapport aux personnes qui ont fait une école de communication classique, de faire justement une école de journalisme avant de faire de la com? Alors, je pense que ça m'a apporté pas mal de choses qui sont tout à fait nécessaires aussi en communication. La première, c'est l'intérêt pour l'angle qu'on apprend beaucoup en journalisme, mais qui est aussi très vrai en communication, c'est-à-dire la manière un peu étroite d'aborder un sujet pour le rendre original, différenciant, de raconter vraiment une histoire avec un point de vue et quelque chose d'un peu différent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je pense aussi la capacité à assez vite absorber un corpus et donc un champ de connaissances pour pouvoir ensuite délivrer une information. C'est vrai aussi dans la communication. Dans le cadre, par exemple, d'un appel d'offres, on est dans la découverte d'un sujet sur lequel on n'a pas forcément de compétences et on est obligé assez vite, dans le temps imparti par l'appel d'offres, d'absorber vraiment tout un champ de connaissances de manière assez rapide et surtout avec un esprit de synthèse à la fin, parce que l'intérêt c'est pas finalement de tout savoir, mais c'est surtout de le restituer avec justement cet esprit de synthèse qui va ensuite, c'est ce que font aussi beaucoup les planeurs, mais c'est aussi mon rôle quand j'anime et quand je supervise un peu des appels d'offres, d'être aussi finalement à ce niveau-là de connaissances. Je dirais que c'est les deux points essentiels. Après, dans l'écriture elle-même, c'est-à-dire ce qu'est la structure finalement d'une réflexion journalistique, c'est-à-dire l'angle, mais aussi l'attaque, mais aussi la narration, la manière de faire parler ou pas les gens, d'injecter ou pas de l'information, de l'objectif, du subjectif, du rationnel, de l'émotionnel. Toutes ces choses-là, c'est aussi très vrai dans le journalisme et c'est évidemment très vrai dans la communication. Je crois d'ailleurs que Gilles Abou, qui dirige l'agence, est aussi issu du journalisme, si je ne me trompe pas. Exactement, oui, exactement. Mais il faut aussi revenir peut-être un peu à l'histoire de l'agence. Donc ici, Barbès, aujourd'hui, c'est une agence, on va dire, pluridisciplinaire. Mais c'est vrai que l'ADN, en termes de contenu, est assez forte. Et la première partie de l'aventure de l'agence, c'est l'aventure de Textuel, puis Textuel Lamine, qui était très axée, en effet, sur le contenu et le brain content. Peut-être ça s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était un peu les Monsieur Jourdain du brain content, mais il y a aussi dans cette histoire des paliers et presque, j'allais dire, des innovations et du leadership aussi sur des formats de contenu pour les marques, en particulier à travers les consumer magazines. Sans doute que cette agence a fait les plus beaux cas de brain content avec les aventures de Leroy Merlin, avec les aventures autour de la Fnac et de la création d'époque, la longue aventure de TGV Magazine. Voilà, donc c'est vrai qu'on était vraiment à la rencontre de ces deux mondes et on s'est pas mal développé
sur ces aspects quand même de contenu. Et vous étiez précurseur sur tout ça. Je pense qu'il y a, il y a un côté pionnier fort à l'agence et d'ailleurs c'est toujours un peu étonnant puisque maintenant le brand content et c'est logique et partout puisque en plus aujourd'hui les marques communiquent 365 jours sur 365 jours sur des canaux qui sont multiples et variés, donc la logique de contenu qui est plus vraiment une logique descendante comme peut-être la publicité, mais une logique vraiment de point de contact et de narration. Cette logique-là, elle est très défendue aussi par les médias qui font aussi et qui développent des offres brand content. Mais moi, quand je regarde ça, j'ai toujours envie de dire, en fait, on était vraiment là avant aussi. Et vous aviez pressenti un peu ce changement-là. Et toi, du coup, tu as quand même travaillé en tant que pigiste. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur ton profil. Donc, tu as travaillé comme journaliste classique avant d'intégrer la communication. Comment ça s'est passé ? Oui, j'ai même travaillé... mon premier job, c'était vraiment dans un journal. C'était un groupe de presse très atypique, mais il faut bien commencer. Donc, comme vous êtes jeune, vous ne devez pas connaître, mais c'était un monsieur qui s'appelait Alain Yache, qui était un grand patron de presse très particulier parce que très connu pour un peu des coups d'éclat, s'être caché sous la table des délibérations du prix Goncourt. Non, c'est vrai. Et qui a fait c'est un peu un espèce de Citizen Kane comme ça. Je me rappelle très bien de lui. C'était vraiment mon premier contact avec un patron de presse, avec ce côté un peu caricatural de quelqu'un qui fume des gros cigares, qui parle avec une voix un peu éraillée comme ça, et qui vous reçoit dans son bureau un peu sombre. On était dans un magnifique hôtel particulier, rue de la Tour, donc c'était un peu la presse de l'époque, avec ce côté, donc c'était c'est pas un grand média, mais d'abord on était une bande très très rigolote, on s'est bien marré, et c'est lui en fait aussi qui m'a beaucoup parce qu'il faisait des journaux très populaires en fait. Un journal qui était un hebdo qui s'appelait Le Meilleur. Voilà. Après, il a lancé pas mal d'autres journaux, Questions de femmes, Réponse à tout. C'est lui aussi qui a eu cette intuition des journaux un peu questions-réponses, un peu pédagogiques. C'était quelqu'un quand on se revoit en fait de cette époque-là, on en parle encore. Ça fait partie des je sais pas, c'est peut-être comme pour un garçon, ceux qui l'ont fait de cette génération, le service militaire, quoi. Ça crée des liens assez forts parce que c'est tellement particulier. Ça devait pas être facile. Alors là, ça, c'était le service militaire. Non, c'était pas facile parce qu'il avait ce côté aussi, là encore, c'est un peu caricatural, mais un peu hégémonique sur ses rédactions. Il nous est monté dans son bureau et il nous commandait des papiers. Et c'est lui qui faisait un peu, en fait, et c'est ça qui m'a d'ailleurs beaucoup appris sur l'angle, parce qu'avant de nous faire rédiger, il écrivait le titre. Ça donnait un espèce de truc hyper focus comme ça, à travers le titre, où finalement on était obligé de se concentrer sur qu'est-ce qu'il veut dire par là et comment on construit à partir de ça la réflexion journalistique. Et comment tu as eu envie de sortir après de cette carrière de journaliste classique pour rejoindre Publicis, je crois ? Ouais, alors à l'époque c'était pas encore Publicis, c'était une agence indépendante qui s'appelait Verbe. Je sais pas si la marque existe encore, mais en tout cas, elle a duré un certain temps. Longtemps, ouais. Et elle avait une certaine notoriété, mais à l'époque, Verbe, c'était vraiment l'aventure de ses deux fondateurs. Je vais même les citer parce que j'ai beaucoup appris avec eux. Yves Benouèche et Bruno Scaramuzino, qui a fait une carrière assez longue dans la communication. Et c'est en lisant Stratégie, en fait, parce qu'à l'époque, on regardait encore les petites annonces dans la presse. C'est en lisant Stratégie, j'ai vu une annonce de Verbe où c'était libellé de la manière suivante, recherche journaliste d'entreprise. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que finalement, ça converge avec un peu mes réflexions comme ça, qui sont un peu plus anciennes. Et j'ai été curieuse de ça. Donc, je suis allée voir ce que c'était. Et voilà, ils m'ont recrutée. Et ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de tes premiers mois, tes premiers temps chez Verbe ?
Alors j'ai pensé aussi que c'était, et ça aussi ça a bien changé, c'était là aussi une bande et une équipe très entrepreneuriale, avec une grande envie de réussir cette agence, mais en même temps une grande rigolade. Et je pense que voilà, aujourd'hui les modèles économiques, la manière dont on commence à travailler à 25, entre 25 et 30 ans, et où on se pose des questions, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est une époque. Voilà, les années 90, quelque chose comme ça. Donc, c'était, je pense, plus facile, plus débridé. Et donc, j'ai pensé que c'était bien de travailler comme ça. Tu t'es sentie à ta place? Oui, je pense que je me suis sentie à ma place. L'objectif pour Verbe, c'était d'avoir des gens en interne qui rédigent, donc qui produisent beaucoup de rédactions dans les murs, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait, c'était pas tout à fait le choix de Textuel à l'époque, était plutôt d'aller sourcer à l'extérieur. Mais très vite, justement, je me suis sentie limitée dans cette production, on va dire, d'écriture, et je trouvais que c'était aussi très intéressant, au-delà de la production, de réfléchir en fait aux problématiques et finalement à la manière de les régler via ces différentes productions, mais surtout de se dire comment créativement et comment stratégiquement tout ça s'articulait bien. Et donc c'est pour ça que je suis remontée un petit peu, et j'ai eu envie de remonter un petit peu plus haut. C'était pas du tout une volonté carriériste, pas du tout, mais c'était vraiment un intérêt en fait. Et très vite, je me suis mis à faire beaucoup de développement en fait dans cette agence. D'accord. Et t'es resté 8 ans, je crois. T'es entré en 90, en 98, et tu as fini responsable du développement. Exactement, de la stratégie du développement. Ouais. J'avais un goût pour ça. Sans doute encore une fois cette formation et ce parcours un peu de journaliste m'a aussi beaucoup enrichi en créativité et en rigueur. C'est vraiment les deux. Et puis j'avais le goût aussi d'aller un peu au contact. Voilà. Et quand toi tu as quitté Publicis, donc parce que Verbe était devenu Publicis entre-temps. Du coup, la petite parenthèse, c'est que Verbe a été racheté par Publicis, et donc c'est devenu l'agence un peu de contenu du groupe Publicis. Et puis j'ai rencontré Gilles, et il m'a dit que je pouvais venir travailler avec lui, et depuis je travaille toujours avec lui. Et Textuel est devenu Textuel Lamine. Oui. Puis Ici Barbès. Oui. Comment tu as vécu tous ces changements ? Très bien. Je les ai vécus très bien parce qu'en fait, cette longévité-là dans l'agence, donc une histoire qui est déjà ancienne, est très liée aussi au fait que le format de l'agence, ce qu'a tenté l'agence, ce qu'a voulu faire l'agence, était à la fois, je trouve, dans un continuum c'est un peu bête aussi de dire ça, mais de valeurs, de credo, je trouve qu'il y a une certaine ligne directrice dans tout ce qui a été fait, tout en essayant de nouvelles choses et tout en tentant de nouvelles aventures. Donc en effet, il y a eu cette aventure des grands consumer magazines, et pour faire ces consumer magazines, c'était la première chose. Il y avait à l'époque une question sur le modèle économique et sur éventuellement le fait que la publicité au sens classique, commercialisation publicitaire, pouvait d'une certaine manière contribuer au modèle économique de ces supports. C'est toujours le cas aujourd'hui, par exemple pour R Le Mag, qui est le magazine de McDo, qu'on fait encore aujourd'hui avec une régie qui s'appelle Média et Support. Et à l'époque, on avait déjà Textuel à racheter Média et Support pour justement pouvoir intégrer la régie publicitaire dans ses propositions sur les magazines. Ensuite, il y a eu effectivement l'idée de se dire,
On est dans une époque où évidemment le digital va compter de plus en plus. On était en pleine bulle Internet. Qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les bonnes questions à se poser pour faire évoluer l'agence sur ces nouveaux territoires, tout en essayant de se dire faut aussi qu'on garde encore une fois cette continuité autour de cette capacité à produire des idées autour du contenu et à pas devenir une web agency. C'était pas ça l'idée. Donc la mine qui existait toute seule a été aussi est venue rejoindre Textuel parce que la mine avait vraiment un discours là aussi très pionnier sur le contenu. Sur le fait que le contenu pouvait aider à améliorer le référencement des marques, à améliorer les points de contact avec leur public. Ils réfléchissaient beaucoup à ça. Ils avaient publié un livre blanc sur le contenu. Et donc, c'était vraiment intéressant pour nous d'avoir cette expertise-là très orientée sur le contenu et le digital. Et pas uniquement sur le digital. Ouais. Voilà. Et ça reste la force de l'agence aujourd'hui. Et ça reste une des forces de l'agence avec vraiment, je pense, une évolution avec en effet l'aventure ici Barbès, une évolution sur les réflexions sur la communication et sur la manière de faire de la communication au sens large et pas de rester sur une verticale contenu, mais de pouvoir vraiment réfléchir. Global. Ouais. Ici Barbès vient de prendre son indépendance, en tout cas récemment. C'est assez récent, oui, quand même. Ça date du mois de septembre, donc ça fait même pas un an. Ça fait même pas un an. Est-ce que ça change quelque chose dans ta manière de travailler, de vivre l'agence ? Qu'est-ce qui va changer avec cette prise d'indépendance ? Alors, en fait, si je t'ai reprise pour dire c'est assez récent, c'est que quand même, dans l'histoire de l'agence, c'est très très récent au sens où l'agence a quand même vécu 25 ou 26 ans au sein d'un groupe. Et donc, c'est un nouvel apprentissage, cette indépendance. Je pense que en tant que manager, ça change pas la façon de travailler parce que finalement... Je pense que ma personnalité ne change pas parce que l'agence est indépendante et que cette envie quand même de faire grandir cette agence, de l'améliorer, et la croissance est quand même un indicateur que les choses vont bien, ça fait garder c'est la même énergie en fait, c'est vraiment la même énergie. En revanche, ce que ça change, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a un actionnaire, s'il y a un peu des trous d'air, l'actionnaire est quand même là, et là aussi pour aider à se poser des questions et à voir comment on peut s'aider les uns les autres. Là, on est en tant que manager responsable, et on est responsable vis-à-vis de nos équipes, enfin des équipes de l'agence, sur le fait que l'histoire se poursuive et se poursuive bien. Se poursuivre sur plutôt des voies de réussite et permettre de garantir à tout le monde aussi une forme de sérénité et de conviction dans le modèle, dans le choix qui a été fait. Et c'est cette responsabilité, je trouve, qui change. Ouais, la notion de risque est plus importante. Elle n'est pas vraiment plus importante parce que, encore une fois, il n'y a pas de raison que tout d'un coup ça se mette à aller mal. Mais on est plus en responsabilité, voilà. Et du coup, comment, en tant que manager, tu as réussi à rassurer les gens qui étaient dans l'agence ? Parce que ça doit être... c'est toujours des périodes de changement où c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, etc. Comment toi, tu as fait pour bien communiquer là-dessus, pour rassurer, pour qu'il y ait de la sérénité un maximum ? D'abord, ce que tu dis, c'est juste cette aventure-là, elle ne peut pas se passer sans les équipes. Donc, un beau jour, vous leur dites, parce que voilà, il y a pas mal de contraintes sur le plan de la communication, mais vous leur racontez que vous êtes en train de partir sur un schéma d'agence indépendante. Et donc, après, c'est plutôt eux qui se positionnent sur
eh bien, c'est plutôt pas une mauvaise idée. C'est plutôt un projet qu'on a envie de suivre. Et c'est aussi des managers qu'on a envie de suivre. Et finalement, je sais pas si on a vraiment besoin de rassurer. Ce qui rassure, c'est un peu les chiffres. Mais ce qui rassure encore plus, c'est l'envie qu'on peut donner d'y aller avec nous, et que c'est le bon endroit pour continuer à faire son métier, que c'est le bon endroit où on a envie de rester, parce qu'on est aussi sur des générations qui se posent pas mal de questions sur l'endroit où ils sont, je pense, sur est-ce que le projet porte des piliers, du sens, quelque chose auquel je crois en tant que jeune collaborateur. Et finalement, l'indépendance, c'est un fait, c'est pas forcément un projet. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a pas mal travaillé en début d'année sur le positionnement, ce qu'on avait envie de raconter sur l'agence, avec, je sais pas si vous l'avez vu, avec un peu une prise de parole autour de ce qu'on avait envie de dire et ce à quoi on croit. Et donc cette signature autour de la science des gens, voilà, qui est, je trouve, assez fidèle à ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire oui, un projet assez pragmatique, qui s'appuie sur la data, qui s'appuie sur tout ce que le monde digital peut nous apporter, et finalement sur un côté très objectif et très calculé en termes d'audience et de réflexion, et c'est le côté science, mais qui s'appuie aussi, et c'est le côté les gens, sur tout ce que l'émotionnel et tout ce que ne peut pas dire la data autour des gens et autour de la manière dont ils vivent, de leur pluralité de pensée, finalement de ce constat que les gens ne peuvent pas être mis dans des cases, mais que c'est tout ce qui va constituer leur chair, qui va nous intéresser aussi. Et donc la science des gens, c'est quelque chose qui est assez fondateur dans le projet de l'agence, et qui a évidemment un intérêt sur le plan des méthodes de Planistrat, mais qui a aussi un intérêt, je trouve, en termes de ressources humaines, parce qu'à un moment donné, nous, on va s'intéresser aussi à la science des gens, que sont nos collaborateurs. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de cette science des gens, comment elle est appliquée dans certaines de vos campagnes actuelles ? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce je trouve qu'on a quand même pas mal de sujets qui sont orientés vers une forme de sensibilité et d'approche des publics qui repose justement sur cette connaissance et cette justesse par rapport aux gens. J'ai quelques exemples en tête. Je pense que tout le travail qu'on fait pour l'assurance maladie, et donc qui est un sujet d'intérêt général, qui vise à faire en sorte que les gens comprennent mieux le système de santé, comprennent mieux les droits auxquels ils ont accès, puisqu'on a un système qui est relativement, enfin qui est même très unique, et puis fasse en sorte d'agir aussi. Par exemple, se vacciner contre la grippe quand l'hiver arrive. Tout ça, je pense que c'est vraiment cette sensibilité autour des gens, et cette sensibilité aussi de parler à un public qui est très très large. 60 millions d'assurés, c'est beaucoup de gens, et donc ça se met en pratique. Je pense à aussi une campagne de marque employeur qu'on a fait pour une marque qui s'appelle Domus Vie, qui sont des établissements qui sont dédiés aux personnes âgées dépendantes. Et donc, on a fait une campagne marque employeur. Donc, aller travailler aujourd'hui dans un EHPAD et donner envie aux futurs recrutés d'aller travailler dans un EHPAD dans un contexte fort d'EHPAD bashing, c'est quand même assez compliqué. Et je pense qu'on a réussi aussi une campagne assez sensible, et en tout cas qui a été reconnue comme telle. Voilà, c'est des exemples, mais on peut aussi avoir mettre à l'épreuve ce concept de science des gens et la méthodologie de réflexion qui va avec sur des sujets plus B2C et à enjeux plus commerciaux. Voilà, ça peut marcher. Paraît-il que Ici Barbès va quitter Barbès ?
Ici Barbès va quitter Barbès. Ah oui. Ici Barbès va quitter Barbès. D'ici, en tout cas en septembre, on sera plus dans ces merveilleux locaux. Magnifiques locaux. Ouais, merveilleux locaux qui ont été, qui sont vraiment une partie de l'histoire de l'agence, qui ont été découverts par Gilles, qui ont été aussi pensés et voilà, aussi par l'agence et qui font aussi évidemment maintenant aujourd'hui partie intégrante de la marque. Ici Barbès, puisqu'il y a aussi cette notion un peu d'implantation territoriale, c'est ici, à Barbès. Mais on va déménager donc dans le 19e arrondissement. Je pense que ce qu'on raconte aujourd'hui à travers Ici Barbès, je l'ai déjà dit, c'est un peu ma punchline, c'est que la marque dépasse le territoire. Et ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est pas uniquement une implantation géographique, c'est aussi tout ce dont on a longuement parlé, c'est-à-dire cette histoire très multiculturelle, puisqu'on a abordé plein de choses dans l'histoire de l'agence. Cette histoire aussi d'intérêt pour tout ce qui est ce qui peut nous enrichir sur l'art, la culture, la création. Voilà, c'est autre chose que simplement le territoire géographique ici Barbès. Mais il y aura quand même un ancrage à Barbès pour l'agence, parce que c'est vrai que c'est un quartier j'ai l'impression qu'il y a un quartier qui a une symbolique pour vous particulière. Alors, ça a une symbolique parce qu'il y a 15 ans, quand on est arrivé ici, finalement, c'est une agence de com qui s'installe à Barbès, et même y compris en interne. On s'est dit, oh là là, comment on va rentrer le soir? Enfin, je le dis très très mal, mais c'était un peu ça. Et nous, on s'est dit, ce qui est vraiment intéressant là-dessus, sur ces idées un peu préconçues, c'est d'aller regarder tout ce qui pouvait révéler un peu ce quartier autrement que par cette facette Marlboro, les voyants qui vous distribuent des petits papiers à la sortie, même si ça fait partie aussi un peu de l'imagerie, et l'imagerie aussi est très sympa, et de l'énergie, ouais. Mais aussi l'idée de se dire, il y a plein de gens qui innovent et qui s'installent à Barbès et qui ont des projets hyper intéressants. On a essayé de raconter un peu tout ça. C'est la brasserie de la Goutte d'Or avec Thierry Roche. C'est Sakina Ensa, qui est une créatrice de mode qui depuis a quitté Barbès, mais qui travaillait avec des femmes de Barbès sur déjà une intuition très forte sur la mode durable. C'est voilà tous ces gens-là, c'est ça de savoir faire du contenu, c'est d'aller s'intéresser à sortir de cette imagerie un peu standard et parfois même, on a entendu parler de no-go zone, et c'est vrai que du coup, je pense que ça participe pas mal de la personnalité de l'agence dans cette manière de dire Barbès aussi. Mais peut-être qu'on va transporter un petit bout de Barbès dans notre manière de raconter les choses et dans notre manière aussi de s'intéresser à la vie qui existe autour de nous. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire aussi dans le 19e. À côté de tout ce que tu fais ici, tu es aussi très engagée à la ACC. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle? Parce que c'est toujours un peu obscur, la ACC. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y passe et ce que font toutes les personnes de la ACC. Alors, je suis très engagée, j'aimerais bien l'être plus. C'est très gentil de me dire ça, mais je pense que je ne fais pas partie des gens les plus engagés à la ACC. En revanche, j'ai beaucoup d'intérêt et j'essaie le plus possible, en effet, de suivre les dossiers qui sont à l'ACC. Il faut revenir sur ce qu'est la ACC. La ACC, c'est un syndicat professionnel. Donc, à ce titre, c'est une organisation qui défend les intérêts d'une profession. Et donc, aujourd'hui, la ACC rassemble les agences de communication et regarde quels sont les thèmes
qui sont les plus intéressants à développer, à partager et à mettre en avant pour défendre et pour valoriser cette profession. Donc ça veut dire que par exemple, tous les ans, la ACC organise la journée agence ouverte parce qu'on a le sentiment entre agences qu'il y a un sujet sur l'attractivité des agences auprès des jeunes. Ça veut dire que la ACC se penche sur des sujets comme la rémunération, se penche un peu sur des sujets transverses qui sont des sujets qui mettent en avant l'intérêt d'une profession. Est-ce qu'en intégrant la ACC, tu avais, toi, des combats particuliers que tu avais envie de mener ? Alors moi, j'en avais un au départ et j'en discutais à l'époque avec Nicolas Bordas, qui était justement de mettre en avant et de peut-être penser à créer une délégation qui s'interrogerait et qui développerait plus particulièrement les sujets de brand content. Et puis, en fait, c'est toujours un peu le cas. Il y avait des agences qu'on appelait et qu'on appelle encore d'ailleurs un peu des agences de communication éditoriale. Et puis on était un peu en plein boom du sujet du brand content dans toute sa diversité, en particulier repris beaucoup par les agences de pub, en disant oui, effectivement, on fait de la publicité, c'est-à-dire qu'on fait du média, mais on développe aussi des narrations pour les marques. Et donc il y a toujours d'ailleurs, c'est un peu ce débat sur finalement, et j'ai encore vu des étudiants là, de pub cette année 3 fois, parce que c'est super difficile de poser une définition stabilisée du brand content. Et je trouve que, par exemple, les prix du brand content sont bien l'expression de ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ces prix, il y a beaucoup de prix qui sont plutôt des prix qui consacrent l'utilisation du média et de l'achat média. Exactement. Parfois, voilà, et qui sont plutôt axés sur des logiques un peu one-shot, qui s'opposent à des réflexions qui sont plutôt des réflexions plus longues et plus pérennes sur c'est quoi une stratégie éditoriale, comment on développe ça. Donc c'est totalement protéiforme. Et finalement, d'une certaine manière, on n'a pas pu vraiment développer cette expertise-là et donc cette délégation, et c'est relativement logique, en vertical, parce que, pour le faire court, on s'est vu opposer très souvent que le contenu, c'est partout. Et que la délégation digitale, bien sûr, elle va défendre le contenu, que la délégation publicitaire, bien sûr, enfin je dis contenu, brand content, enfin storytelling, va défendre aussi ça, et que finalement il n'y a pas de logique à remettre dans une verticale, dans une délégation, cette expertise-là. Et je me souviens quand j'étais étudiante, que je t'avais rencontrée, tu avais beaucoup... ça fait pas si longtemps parce que j'ai fait une reprise d'études tardive. Mais je me souviens qu'on avait aussi beaucoup discuté des problèmes d'attractivité, du fait que les agences avaient du mal à recruter des jeunes sortis d'école, etc. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je pense que c'est un peu le cas. Je pense que les agences, mais là encore j'enfonce des portes ouvertes et c'est toujours un peu gênant, mais qu'évidemment il y a plusieurs... D'abord, je pense que les priorités des jeunes gens qui sortent de différentes écoles, quelles qu'elles soient, c'est pas qu'elles ont changé, c'est qu'elles se répartissent différemment dans le champ de qu'est-ce que j'attends finalement de mon premier job ou de mon job à venir. Et elles sont beaucoup plus plurielles qu'elles n'étaient. La rémunération est évidemment un levier, mais aussi la qualité de vie dans l'entreprise, la capacité que cette entreprise aura à me faire progresser, la reconnaissance d'un certain nombre d'atouts que je peux avoir, etc. Enfin, du coup, la palette est assez large. Et je ne sais pas si les agences peuvent répondre à tout au même moment. Voilà, parce que le fonctionnement des agences, finalement, n'a pas tant changé que ça en plusieurs années. Et que, par ailleurs, il y a des grands groupes ou des grandes entreprises
qui prennent beaucoup la parole sur ce sens et sur finalement un certain nombre de choses qu'elles sont capables d'organiser parce que la structure et la gouvernance va avec. La gouvernance des agences elle reste encore petite, sauf dans des très grands groupes où il y a des RH très très bien organisés. Mais voilà. Et puis il y a aussi évidemment tout cet univers assez attractif des GAFA, voire de l'entrepreneuriat personnel. Donc ou du freelance, etc. Donc c'est vrai que on a, je ne sais pas si les agences ont un problème d'attractivité, mais en tout cas elles ont un sujet sur pourquoi aujourd'hui c'est intéressant. C'est un passage très enrichissant, c'est un passage qui fait grandir, c'est un passage qui aide à réfléchir, c'est formateur, il y a de la transmission avec d'autres gens, enfin il y a plein de qualités à aller avoir une expérience en agence. Comment on peut mettre ça en avant ? Tu avais aussi réagi il y a peu de temps sur le MeToo de la pub. C'est vrai qu'on a eu un MeToo dans la pub assez tardif. MeToo, donc, d'ailleurs, qui pour certains retombe un petit peu. Comment toi, tu as vécu cette période, changement de sujet total, mais comment tu as vécu ce qui s'est passé il y a quelques mois avec les affaires chez Hérésie, etc. et tous ces témoignages en fait, qui sont remontés de femmes dans la pub? Tu dis que ça retombe, c'est-à-dire... Certains disent que ça retombe un peu comme un soufflé, qu'il y a eu un témoignage, mais que derrière, finalement, on n'en parle plus tant, que certaines agences dont on en avait parlé pendant les témoignages, finalement, on n'en parle plus, il n'y a pas de suite, etc. Donc, pour certains, j'ai l'impression, après, c'est peut-être une impression, et c'est des témoignages que j'entends, que j'ai vus sur Twitter, j'ai l'impression qu'il y a une déception. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a avant ce passage-là où c'est peut-être aussi plus calme et que des choses se préparent, il y a eu aussi une grosse agitation. Ouais. Moi, je pense que je sais pas quelle est la déception parce que finalement, elle est l'expression de quoi ? Est-ce qu'elle est l'expression du fait que il aurait fallu aller plus loin ? Et moi, j'ai entendu dire que peut-être il fallait virer des gens, etc. Si c'est ça l'expression de la déception, mais j'allais dire que là encore, c'est un peu de la responsabilité de chacune des agences et des patrons d'agences de prendre en main ce problème-là et chacun de le gérer comme on peut avec les problèmes que certaines agences ont eus et je crois que chacun a fait preuve vraiment de d'une grande lucidité et je trouve d'une maîtrise du sujet qui, si en effet il est révélateur et si en effet il fait grand bien d'en parler et de le mettre sur la place publique et de faire réagir et de faire témoigner, je trouve que c'est tout à fait sain. Je trouve aussi tout à fait sain que chacun des patrons d'agence gère le sujet à sa mesure et à sa portée et selon l'ampleur des problèmes que chacun peut avoir. Donc voilà, moi je pense que ça oblige à se regarder un peu nous-mêmes, ça oblige un peu à regarder nos comportements passés et ceux à venir, à engager ceux à venir avec encore plus d'outils et de supports. Et c'est en ça que la ACC s'est positionnée d'ailleurs sur des ressources plus que dans une ingérence dans les agences. Ce qui compte, c'est de mettre à disposition et de porter à la connaissance de l'ensemble des collaborateurs les ressources existantes. Et le fait que, en particulier les RH, que chacun peut s'en saisir, qu'il n'y a aucune honte, parce que évidemment ça rentre en ligne de compte, mais aucun esprit punitif ou de désaccord sur le fait que, voire chacun peut le faire de manière tout à fait anonyme, sur le fait que si à un moment, sur n'importe quel sujet, un collaborateur d'une agence a envie de parler de ça, il puisse s'adresser et c'est clair à qui il peut s'adresser, comment, etc. Et je trouve que c'est ça vraiment le plus important, c'est de dire à tout le monde, il y a des ressources et des choses qui existent et on est très vigilant là-dessus et personne n'est obligé de le savoir et vous n'êtes pas tout seul. Toi, ça a fait écho à des choses que tu avais vécues pendant ta carrière en tant que femme dans la publicité, tous ces témoignages ?
Honnêtement, pas du tout. Parce que tu as eu la chance d'être dans des agences où c'était bienveillant. Je pense que enfin, comme on l'a évoqué au début de cette conversation, comme ça fait très longtemps que je suis dans cette agence, oui, sans doute que j'ai été... et ça fait partie aussi de la longueur du parcours, c'est de se sentir bien et complémentaire et en adéquation là encore, c'est des grands mots, mais de valeurs. Quand on est un binôme, on peut être très différents. Et pour autant, je pense que le respect mutuel fait partie de la longévité. Je pense que c'est difficile de travailler très longtemps avec quelqu'un pour lequel on n'a pas de respect, ou en tout cas, on n'est pas à peu près certain que sur les différents sujets, y compris les emmerdements, on va avoir, même si on en discute et on en débat, mais un terrain commun et quelque chose qui va nous mettre d'accord et de manière assez fiable, sans même maintenant qu'on ait vraiment besoin d'en parler. Enfin, il y a des petites choses, puis il y a des grandes choses, mais il y a une forme de confiance très forte. Et donc voilà, oui, en effet, j'ai sans doute eu cette chance. Et après, j'ai pas eu le sentiment de m'être sentie, même par des remarques ou voilà, victime de sexisme. Quelquefois quand même. Quelquefois. Mais pas tellement en agence. C'est plus dans la relation parfois, agence-annonceur. Voilà, quand on n'est que des filles, dans des secteurs qui sont... Voilà, des filles en plus qui font de la com, quand on affronte... du coup là aussi, c'est un lapsus, mais quand on va présenter ou défendre quelques convictions et qu'on est une équipe de filles, parfois, on a l'impression d'être moins crédible que si on était un peu plus viril. Ici Barbès, c'est une agence qui est très féminine. Dans beaucoup d'agences, on s'aperçoit que donc les femmes, au bout d'un moment, quittent l'agence. Chez vous, j'ai l'impression que c'est pas le cas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à garder les femmes chez Ici Barbès ? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que c'est une agence avec un ratio global femmes-hommes plutôt féminin. Et c'est une agence aussi, puisqu'on a un comité exécutif qui est majoritairement comité exécutif féminin. Et en plus, avec des femmes qui sont là depuis, en effet, ça reprend ton point aussi, depuis très longtemps. Je crois qu'on doit en moyenne avoir 15 ans d'ancienneté sur ce comité, sur ce comité exécutif. Donc, ça rejoint ta question. Qu'est-ce qui fait que les femmes restent chez Ici Barbès ? Oui, c'est ça, qu'elles restent et qu'elles restent aussi à haut niveau. Ici Barbès. Oui, voilà. Parce que je sais qu'on avait posé la question sur BETC aussi, et il y a pas mal de femmes, mais Mercedes Serra nous expliquait que quand ça montait, il y en avait quand même parfois moins. C'était plus difficile de garder à haut niveau. Et il y avait aussi un autre point, c'est que finalement, on n'avait pas abordé le pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui est mis en place pour que ces femmes restent et puis qu'elles montent à haut niveau. Et ça m'intéressait de le savoir pour toi. Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des choses mises en place de manière très structurée pour que chacune des personnalités féminines, ou jeunes pousses, ou plus seniors, aient envie de rester et se sentent bien à l'agence. Je pense que ça fait partie de nos comportements respectifs, et donc là aussi, portes ouvertes, mais d'être attentif, en effet, à ce que chacun évolue, puisse être formé, puisse être reconnu à tout point de vue, rémunération, responsabilité, etc., à différents moments de leur évolution dans l'agence, et de le reconnaître en permanence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est important, et c'est ça la porte ouverte dont je vais vous parler, c'est que on analyse souvent que le point de rupture, il est plutôt après 4-5 ans d'expérience,
au moment où les jeunes femmes partent en congé de maternité. Ça correspond c'est à peu près conjoint. Enfin, c'est à peu près simultané. Et ce à quoi on essaie d'être attentif, en fait, c'est que le congé maternité est bien sûr une période de parenthèse, mais ne soit pas une période de rupture dans la vie et dans le traitement et le regard que l'agence peut porter sur ces jeunes femmes qui ne sont pas présentes, mais qui par ailleurs ont été présentes avant, qui reviendront après. Et je vous donne n'importe quel exemple, mais si ce congé est lié à un moment où on octroie des primes, ou si ce congé est lié à un moment où on octroie des augmentations, c'est assez facile de dire « Ah ben non, mais elle n'est pas là ». Non, en fait, si, elle est là. Elle est bien là, elle a été là, elle reviendra, etc. Donc, bien sûr qu'il faut regarder le cas. Voilà, c'est un exemple. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez passé un bon moment avec nous et avec Laurence Vignon. Merci Laurence, merci également à Stéphane Isoré et merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous comme d'habitude sur Twitter, Facebook, Instagram et on revient très vite pour un nouvel épisode de Faudra me passer sur la com.